Mais c'est difficile de passer après Renaud, en fait. Moi, je vais vous balancer plein de textes. Je suis désolée, mais comme je travaille sur le discours, ça va être ça. Donc, il y a beaucoup de textes. Je me suis aperçue en regardant rapidement que mes diapos étaient assez chargés. Donc, en tout cas, je commence par vous remercier, Renaud Évrard et Antoine, de m'avoir invité aujourd'hui. C'est l'occasion, en fait, de présenter un corpus sur lequel j'avais commencé à travailler un petit peu parce que bah, ça me faisait plaisir de travailler dessus, mais j'avais pas eu l'occasion de creuser. Donc voilà, bah, m'a été donnée. Donc merci pour ça. Ça me sort un petit peu des choses habituelles que je fais et pour lesquelles je suis connue comme experte, c'est-à-dire les discours de haine, la violence verbale et les discours extrêmes. Voilà, ça fait du bien. Ceci dit, donc je vais vous présenter aujourd'hui quelque chose autour des différentes formes d'acquisition d'attributs du masculin par les femmes à travers le récit de trans. C'est un long titre, je ne savais pas trop comment le raccourcir. Donc voilà. Alors, d'où je pars? Donc moi, je suis professeure et chercheuse en sciences du langage. Je fais surtout de la sociolinguistique des discours, c'est-à-dire en gros de l'analyse de discours situés sur des corpus qualitatifs plutôt que des grands corpus quantitatifs. Donc c'est vrai que je fais plutôt aussi de l'analyse énonciative, voilà, et je travaille aussi sur les interactions verbales pas mal. Et mon prisme est énormément celui enfin, est très fortement théoriquement ancré sur celui de la performativité. Donc ce qui est exprimé par le langage, qui est le réel en fait, et où on va estimer que le domaine des représentations alimente le langage et le réel et réciproquement. Et en particulier, j'ai pas mal publié ces dernières années sur la question de l'adresse et de la performativité de l'adresse dans l'idée que on est et on est, NAIT, euh, qui l'on est adressé par autrui. Donc évidemment, je m'inscris dans la perspective de Austin pour ceux et celles qui connaissent, de Butler pour ceux et celles qui connaissent, etc. Domaine d'expertise, bon, bah, j'ai travaillé pas mal en études de genre sur le discours, la langue, en éthologie humaine, je dis ça rapidement pour englober pas mal de choses. Et comme j'ai dit, sur les discours de haine, etc., je suis actuellement embarquée dans un projet européen, encore pour 2 ans, c'est 4 ans au total, dans lequel on travaille sur les récits extrêmes. Donc dans ce cadre aussi, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de discrimination. Voilà, donc je m'intéresse aux stratégies discursives alternatives, on va dire, pour essayer d'échapper à tout ça. Il y a du boulot. En ce qui concerne les définitions liées, ben, j'ai travaillé au fur et à mesure, on va dire, du colloque depuis hier matin. Donc je remercie tous et toutes les participantes pour ce qu'elles ont alimenté. Donc évidemment, ben, je reprends simplement la définition d'Hélène hier, le genre comme opérateur premier et définition de soi et du monde. Donc qu'est-ce qui va se passer quand le genre, ben, il se mélange? Et que les catégories se mélangent. C'est un peu ça l'exploration que je vous propose aujourd'hui. Et comme l'a dit aussi Hélène, évidemment, bah, il y a autant de représentations du masculin et du féminin que de personnes finalement, en réalité, si on regarde et qu'on croit tous et toutes être d'accord dessus, mais quand on commence à analyser, ben, on va voir il y a des variantes. Donc j'ai travaillé à partir d'entretiens semi-directifs avec 7 femmes qui pratiquent la transe spontanée de manière collective ou individuelle, avec ou sans intention. Il s'agit de la transe cognitive auto-induite développée par Corinne Sombrin. L'avantage de ce corpus, en fait, bah, c'est que les personnes sont facilement repérables et interviewables. Donc c'est une base de volontariat et que les expériences sont diverses et multiples. Voilà, c'est des personnes faciles à rencontrer et à interviewer. J'ai commencé ce recueil de corpus lorsque j'étais en délégation au sein de l'ancien laboratoire d'études de genre et de sexualité, que j'ai repris en 2025 pour le colloque. Et donc, j'ai identifié les personnes à travers des échanges informels, des listes de diffusion et des appels à témoignages. Voilà. Et je me suis arrêtée à 7 parce que déjà, ça fait beaucoup. Donc, une des choses évidentes, donc les lunettes de lecture, c'est que forcément, ces entretiens, ben, ils sont tous a posteriori par rapport aux expériences qui ont été vécues. Et donc, il y a une construction discursive et interprétative qui est, donc, c'est ça, c'est là que je me situe d'un point de vue théorique un peu particulier, qui est réelle et performative, dans le sens où ces expériences vécues, ben, elles sont intégrées, elles sont narrées, même si c'est longtemps après, comme des expériences marquantes et réelles. Elles font partie du réel des personnes, de leur vécu, et elles sont considérées comme ça.
Donc, il y a rien de considéré comme irrationnel, etc. C'est vraiment du ressenti. Donc, c'est aussi ce que nous sommes, c'est aussi bah, la somme de nos expériences vécues. Donc, elles en font partie à part entière. Donc, il y a des transformations qui s'opèrent à chaque seconde, microseconde dans notre corps et dans notre esprit. Voilà, c'est le principe du vivant. Donc, on est en évolution permanente. Donc, en fait, ce que je vais travailler, et c'est assez intéressant par rapport aussi à ce qui était plutôt présenté hier, où on était dans la présentation d'Antoine sur de la décorporation. Hein, on était même là, ce qu'a proposé Renaud aujourd'hui, c'était plus de la décorporation. Donc moi, je vais plutôt être sur le versant incorporation, comme m'a traîné ce matin aussi, finalement. Donc ça va dans un sens double. Et j'ai repéré dans les entretiens, il y en a peut-être d'autres, mais pour l'instant, c'est là-dessus que j'ai travaillé, trois voies d'incorporation du masculin dans ces entretiens. Il y a d'abord une forme d'identité imaginaire, de représentation imagée intégrée à travers la transe qui ressurgissent, donc des images. Donc je vais vous partager certaines de ces images. Il y a aussi la voix, la manière de parler, donc d'intégrer une norme masculine de voix par rapport à une fréquence. Je peux parler des travaux, par exemple, de Aaron Arnold, qui a travaillé sur les personnes dans le passing, les personnes qui essayent justement de travailler leur voix aussi. Donc, il a identifié dans ce cadre les fréquences à partir desquelles les personnes qui écoutaient les voix, qui entendaient les voix, disaient qu'elles étaient féminines ou masculines. Donc voilà, il y a un seuil à partir duquel on travaille cette représentation. Donc c'est là encore la question de la voix, c'est une question de représentation. Si j'entends, je pense, comme l'a dit aussi Renaud, c'est une voix féminine ou c'est une voix masculine, voilà. Et puis après, il y a le sexe et la sexualité, ça va être le plus gros de mon corpus. Excusez-moi, mais dans tous les sens du terme. Voilà. Vous voyez quelques images, mais c'est de la bande dessinée, ça devrait aller. Donc la première dimension. Ça, elle m'a pas envoyé son PowerPoint avant. C'est sûr. C'est très archétypal. Voilà. La notion d'incorporation, donc d'abord par le voir, donc par cette imagerie. Donc l'idée, c'est comment le genre est performé, le genre masculin, on est sur du genre masculin ici essentiellement, à travers un archétype imagé préexistant. Donc voir et ou ressentir, c'est les deux. Donc ça, c'est une première personne. Je vais lire, je sais pas, j'espère que je vais pas exploser mon temps. Donc être un Indien à cheval. Alors par rapport à ça, en fait, il y a eu deux transes de possession, c'est ce que dit la personne. En fait, c'est d'incorporation. C'est ce que j'ai ressenti par rapport à l'identification, celle où tu deviens vraiment quelqu'un d'autre, sans parler des animaux. Et donc, dans ces deux transes, j'étais un personnage à chaque fois, j'étais un Indien. La première, j'étais un Indien sur un cheval. Alors ça a été extraordinaire, vraiment quelque chose. Et donc, je galopais, tu vois, dans les plaines américaines, tu vois, galop, galop. Et je ressentais tout ce que je ressentais, vraiment. J'étais sur mon cheval et tout, et je me voyais. Je me voyais aussi sur mon cheval. Et après, j'ai une autre transe où j'étais un Indien. Deuxième transe. Et là, j'étais autour d'un feu et je dansais autour d'un feu. Les deux se sont déroulés environ 3 semaines, un mois d'intervalle à peu près. Donc, je pose la question, est-ce que tu ressentais dans cet état, enfin, comment, au moment où tu vivais? Au moment où je les vivais, je ressentais un bonheur, une sensation de liberté, quelque chose, c'est difficile de l'exprimer. C'était tellement extraordinaire, voilà, tu vois, un bien-être, un bonheur, un état de bonheur. J'étais un Indien. Et finalement, moi, je m'étais même pas posé la question, ça m'avait pas choqué. Et après, en discutant avec les autres, quand on a dit non, il n'y a pas de genre, etc., là, ça m'a fait tilter. Donc la question du genre en soi, dans la transe, se pose pas. C'est-à-dire que les personnes, c'est parce que moi, je les interpelle sur la question du genre, finalement, qu'elles répondent, elles me disent, oui, moi, j'ai eu cette expérience-là en termes de genre. Mais sinon, en fait, le genre n'est pas quelque chose que les personnes qui sont en transe, en tout cas, là, les femmes que j'ai interrogées, se disent, oui, ben, en fait, c'est bizarre d'être un homme. Voilà, il n'y a pas ce moment de décalage, on se dit, tiens, je suis un homme, enfin, c'est pas nécessairement quelque chose qui arrive. Donc, en fait, la question du genre se pose pas en soi, et donc il y a cette question de l'altérité de genre qui est internalisée aussi, avec l'idée qu'on est tous et toutes un peu binaires, et donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui m'intéresse comme linguiste, c'est justement cette idée de ce qu'on fait devenir. Et puis il y a un autre entretien que j'ai pas eu le temps de mettre parce que j'en ai, voilà, mais ça revient, c'est pour dire que cette image, il y a une image d'une forme de récurrence, des personnes ne se connaissent pas du tout loin, c'était pas du tout au même moment. J'étais en situation d'être un homme à pied ou à cheval et le ressenti que j'avais, c'était vraiment le sentiment d'une force tranquille et d'une action vraiment calme et mesurée, sensation d'aller de l'avant, d'avancer. Ça m'évoque une histoire de territoire, de protection fondamentale dans le sens de la vie. Ce qui venait avec, c'est le feu. Hein, l'autre personne parle de danser autour du feu.
Se retrouver autour d'un feu, l'odeur de cuir, se chauffer les mains autour d'un feu. À chaque fois, cet homme portait un manteau un peu long et un chapeau. La couleur qui vient pour moi, c'est marron, avec des arbres, au milieu d'une forêt ou dans une forêt, de manière à ce que le paysage ne soit pas loin sur l'horizon. Le ressenti physique, c'était les mains, un peu grandes, d'homme, l'assise, à cheval, les épaules un peu arrondies, à cheval, et une posture dans la marche tranquille, élancée, érigée, une sensation de respiration ample, de muscles, de force. Mais vraiment, c'est force tranquille et pas, sous-entendu, brutale. Les sons sont graves, souvent des chants, et portés par la gravité qui résonne dans le buste, dans la gorge, plus en l'air. Et ça, je m'en rends compte car je n'ai pas une voix qui dure longtemps et à chaque fois que je m'en rends compte, je suis émerveillée. Et le sentiment que j'ai, c'est vraiment de protection, de pouvoir protéger, de pouvoir subvenir aux besoins, de très primitif, très retour à la source, très ancien, permettre la vie, approvisionner. Voilà, donc ça c'est un deuxième entretien qui aussi sur ces images de force tranquille d'hommes, donc ce qu'on peut associer de manière un peu stéréotypée à des cow-boys et enfin au monde un peu du Far West indien et aussi chamanique peut-être, enfin le feu, il y a des éléments très archétypaux qui vont avec ça. Bon là, je passe. Deuxième témoignage d'imagerie comme ça, Nala, qui après a développé en d'autres images que je vous dirai plus tard. Alors une des grosses transes qui m'est revenue là, pendant l'entretien, c'est une transe où j'étais capitaine d'un navire qui s'est échoué et où j'ai envie de dire, je tenais la baraque. Et c'était très impressionnant, cette posture, ce phrasé, ces ressentis. Puis, dans ce corps-là, c'était même pas le corps. Et donc, il n'y avait rien de sexuel, en tout cas, ça c'est sûr, mais c'était vraiment, je ne sais pas, l'ancrage de, je ne sais pas ce que je peux représenter différent, en tout cas, en termes de poids du corps et de masse musculaire, quelque chose que je ne connais pas au quotidien. Donc, un ressenti dans le corps d'être un homme avec une situation, une visualisation de la situation qui est aussi stéréotypé par certains attributs masculins particuliers. Donc une découverte, à chaque fois c'est une découverte. Il y a toujours un émerveillement devant ce truc, ben waouh, ok, je peux être ça en fait, c'est un peu la réalité augmentée. Deuxième plus grande thématique, je finis par la voix qui est plus facile, je me suis dit comme ça, si j'ai pas le temps, je passerai plus vite. La notion d'incorporation par le ressentir. Et là, c'est orienté sur donc, le sexe ou la sexualité. Donc, on a dans tous les récits que je vais vous partager le surgissement de ce qu'on peut appeler un pénis énergétique. Donc, c'est fondé sur différents récits individuels et dans tous, il y a la symbolisation d'une expérience vécue qui devient donc une acquisition expérientielle de l'altérité qui se passe à travers les mots qui sont choisis, à travers les images et les représentations, taille, forme, couleur, vous allez voir, et à travers les effets, dans le sens où il y a un continuum expérientiel qui dure jusqu'au moment de la narration du récit, et on voit que c'est quelque chose vraiment d'intégré, d'approprié, une forme d'acculturation à quelque chose qui a été inconnu, mais qui ne l'est plus, justement. Alors, Elena, donc là, c'est d'abord des situations de devenir homme, mais en solitaire, c'est-à-dire c'est des expériences uniques, il n'y a personne, c'est pas sexuel au sens premier. Enfin, il n'y a pas de partage, c'est pas dans une interaction sexuelle. J'ai senti que je me transformais en homme. Pas forcément un homme caricaturellement viril avec des gros biceps, etc. Plutôt jeune homme. Donc ça, c'est quelqu'un qui m'a fait une remarque en disant qu'elle avait été marquée par le film Été 85 de Ozon. Donc, il y a toute une partie là-dessus après. L'homme en lequel je me suis transformée devait être assez proche de l'un des personnages principaux du film. J'étais allongée pendant la transformation, je ressentais la transformation, j'avais des testicules, pas de pénis. J'étais tellement étonnée que j'ai mis ma main et je les ai sentis. J'ai senti leur présence qui était sensible, rien de caricatural, etc. Pas de pénis, mais en fait, je m'en fous. Ce qui était frappant, c'était la sensation physique, la réalité physique de la transformation plus que la dimension que c'était un corps d'homme. À un moment donné, j'ai fait une transe des mains en week-end de perfectionnement, donc TCAI, et à un moment, j'avais vraiment ressenti comme une balle de tennis au baseball entre les mains et je ne parvenais pas à fermer mes mains tellement je les sentais. Là, c'était le même niveau de réalité avec les testicules. Je les ressentais vraiment. C'était jeune homme plutôt androgyne, sans tous les attributs masculins stéréotypés. Donc, c'est premier niveau. J'ai pris le plus bas niveau de transformation. Il n'y a pas encore le pénis, pas surgi. Et donc, il y a cette idée d'androgynie. Mais quand même, avec l'attribut masculin, c'est les testicules. Donc, c'est aussi la reproduction.
Mais c'est pas ça qui est associé à l'image. C'est donc ces trois phrases que j'ai mises en rouge qui sont dans le déroulé. Je vous demande de les retenir pour la fin, presque, pour après. Donc j'ai profité comme une gosse. C'était génial. C'est comme une possibilité en plus. Hein, ça, on va retrouver beaucoup. Une sorte de corps augmenté. Ça reste présent et c'est vraiment un bon souvenir. Donc on voit le souvenir. J'y repense, oui, avec joie, comme quand j'ai fait un super vol en parapente. C'est de la joie, du plaisir, un émerveillement candide. Après, donc c'est la suite. Je me suis transformée en oiseau qui virevoltait au ras de l'eau, eau de mer à côté d'un voilier, et j'ai ressenti une liberté incroyable de faire ce que je voulais de mon corps. L'oiseau faisait des loopings, etc. Il y avait un côté grisant face à tant de liberté. Mentalement, je n'ai pas eu l'impression d'une transformation de moi-même. Cet autre corps était moi-même. De toute façon, on a toutes et tous une part de masculin et féminin en nous. Ici, c'est plutôt un côté de moi qui s'est matérialisé dans les testicules. Pas forcément vraiment masculin, mais une part de moi-même qui a affleuré, pas forcément avec une voix grave, pas avec des biceps de camionneur, mais pas non plus d'ambiguïté sur le sexe. Donc, avec donc une représentation aussi là, particulière du masculin et de une partie d'elle qui se révèle. Donc, c'est différent de celle d'avant, puisque il y a une espèce de conscience que, il y a une image qui est venue pénétrer sa transe pour s'associer, s'identifier aussi à ça. Donc ça, c'est l'explication après. Bon, je ne vais pas tout lire là parce que c'est moins intéressant. Mais elle parle de la liberté qu'on ressent dans ce film de façon presque physique et ce ressenti qu'elle avait eu dans ce film qui l'a beaucoup marqué de le corps est vivant. Donc c'est ça qui a provoqué. Et elle dit à la fin, et l'un des personnages principaux est interprété par Benjamin Voisin, qui est d'une sensualité très subtile sans être libidineuse, peut-être pour ça que je n'avais pas de pénis d'ailleurs. Voilà. Et elle dit, combien de temps ça a duré? Je sais pas, peut-être 5 minutes, peut-être jusqu'à 10. Donc la perte de notion du temps, on sait aussi dans la transe que c'est quelque chose de récurrent. On revient à Raph. Qui a parlé du navire tout à l'heure, donc ça c'est la suite de son récit, mais là on passe à autre chose. Donc en transe, alors moi j'ai l'impression d'avoir déjà, donc je suis une femme dans ma vie, et j'ai l'impression d'avoir déjà transé plusieurs fois des hommes. C'est pas systématique, mais de nombreuses fois, je pense que ça a été aussi presque un peu choquant dans les transes du début. C'est de se retrouver homme, et même d'avoir la sensation d'avoir le corps de l'homme et le sexe de l'homme, par exemple. Ça a été très bizarre à vivre. Donc ça, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé et c'est quand même assez fréquent. Du coup, je me suis questionnée sur ça. Et je me demande en termes de pourcentage de trans si je suis plus souvent homme ou femme. Comme ça, je n'ai pas eu de réponse, mais je sais que c'est les deux. C'est plutôt... non, j'ai pas d'intuition. C'est peut-être moite-moite plutôt. Et après, j'ai déjà eu aussi une transe là, avec le sexe de l'homme en plus. Bon, j'étais seule. C'était une transe plus sexuelle. Donc, elle différencie le fait de se transformer en homme et puis le fait d'avoir une forme de sexualité homme, même si elle est seule. Et ça ne m'a pas du tout embêtée. Je parle assez librement de ce sujet et j'ai bien aimé même, pour un peu avoir le ressenti de ce que c'est, je sais pas. Je crois que ça a harmonisé presque quelque chose en fait, ce truc-là. Donc, il y a dans ce récit aussi une forme de récurrence, le fait que ça arrive plusieurs fois et que ça aille à un moment donné jusqu'à une sensation sexuelle du masculin, semble permettre une habituation qui fait qu'on passe du choc de la découverte, de l'inattendu, à une forme d'harmonie. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une forme d'habituation pour finalement réussir à intégrer complètement, depuis le choc, jusqu'à ça à harmoniser quelque chose. C'est intéressant aussi parce que, enfin, j'ai pas le temps de tout analyser en termes de discours, mais c'est souvent, si vous regardez, on a beaucoup d'adverbes un peu plus, etc. Donc de dosage, de tentatives de comparaison pour estimer, parce que pour tout le monde, c'est difficile en fait à expliquer souvent. Et quand elles parlent toutes de ce que ça a fait, du moment, etc., c'est souvent ça. Hein, c'est souvent passif avec un indéfini et un pronom qui désigne cette chose incroyable. Ce truc-là, vous l'avez aussi. Hein, après, voilà. Donc ça, c'est dans tous les récits. Dorothée, ça m'est déjà arrivé en faisant l'amour, comme si je me retrouvais avec un sexe d'homme. C'était déjà connu avant la première expérience en transe consciente.
même en rêve, mais pas avec un sexe aussi gros. Pendant l'amour, j'ai l'impression d'être encore plus sexuelle, de m'oublier totalement. Et elle précise, ça arrivait même avant la transe. En tant que comédienne, on apprend à retrouver ce qu'on sait faire. De fait, en raison de mon métier, l'état de transe est quelque chose de quotidien depuis 20 ans, que j'ai retrouvé naturellement en apprenant ce que Corinne a appelé la TCAI. Donc, ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, ça lui arrive avant, mais pas à ce point-là, et que c'est vraiment le fait d'avoir appris à constater la transe et à induire la transe autrement que par son métier, donc autrement que dans des situations professionnelles, qui a cette acculturation du pénis énergétique. Et elle, ça lui arrive vraiment dans l'acte amoureux. Et elle a cette impression donc d'être encore plus sexuelle quand elle a ce pénis énergétique qui lui vient. Muriel. Donc là, c'est dans aussi un acte partagé. Il y a une forme de transition dans les récits que j'ai choisis, hein. On va du plus bas, j'ai envie de dire, au plus haut en termes de représentation. Bon, en gros, lors d'un rapport hétérosexuel, j'avais l'impression d'avoir un sexe d'homme, celui de mon partenaire, qui était alors placé comme si c'était mon sexe, et mes ressentis étaient ceux d'un homme. Je caressais ce sexe, mais c'était comme si c'était le mien, car j'avais les sensations de ce sexe, qui étaient donc des sensations inédites pour moi. Je pouvais explorer ce sexe d'homme comme si c'était le mien au niveau des ressentis, en gros. C'était à la fois génial et déstabilisant. J'étais en transe, et certainement mon partenaire aussi. Donc là, il y a un autre phénomène qui arrive, c'est une impression de devenir et de comprendre l'autre dans la relation sexuelle. Et ça m'a fait penser, quand j'ai regardé ces échanges, à une certaine forme d'échange de pouvoir, hein, de BDSM aussi, qui peut y avoir dans des... Mais symbolisé, un ordre symbolique, voilà, c'est pas du tout le même contexte, etc. Mais euh, une forme d'échange de pouvoir par la psyché, que je trouve intéressant en termes aussi, là, si on doit faire un petit peu des ponts sur des choses connues, moins connues, etc., mais dans le fait que ce soit psychique de toute façon, ce qui se passe. Donc elle développe, la personne n'a pas ressenti de manière réciproque les choses et je n'ai pas eu l'impression que ça ait eu un impact de fou dans notre relation par la suite. Voilà, c'est juste moi qui, ce truc génial, lui, vous voyez que ça avait l'air génial, mais il n'y a pas eu trop de suite. Au niveau des sensations, à ce moment-là, c'est sûr que j'avais l'impression d'une espèce de fusion incroyable. Et c'était quelqu'un avec qui la relation était très, 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 très fusionnelle de toute façon. Après, en fait, c'était tellement génial dans mes ressentis, j'avais tellement kiffé ce moment, que plusieurs fois après, j'avais cherché à le refaire. Genre, est-ce que ça marche encore? Mais ça marchait plus, bien sûr. Quand tu cherches quelque chose, bon, ça marche pas. Donc ça s'est pas produit malgré le fait que j'ai essayé. Donc ça, c'est alors dans les images de la transe et dans la TCAI, donc c'est une transe qu'on choisit d'auto-induire, on peut sortir et rentrer, etc. Il y a une des possibilités qui est donnée, c'est de reconvoquer, d'essayer de reconvoquer, soit par une intention ou pas, mais de reconvoquer aussi un souvenir pour essayer de retrancer dessus et donc d'essayer de retrouver ça. Donc c'est intéressant parce que là aussi, il y a différents niveaux. Il y en a qui arrivent et puis il y en a qui n'y arrivent pas parce que, en fait, là, dans ce cas-là, c'est orienté entièrement sur la sensation. Donc là, ce qu'elle recherche et qu'elle n'arrive pas à retrouver, c'est la sensation. Et forcément, on vit jamais deux fois la même chose. Alors que dans un autre récit qui va arriver bientôt, ce qui est reconvoqué, c'est l'érection du sexe. Donc c'est une image qui n'est pas associée nécessairement à la sensation intérieure de l'orgasme et du partage, etc. Donc c'est tout un contexte différent. Donc elle continue. En même temps, je n'ai pas fait appel à ça ensuite comme une ressource ou quoi. C'est vrai que j'ai même pas imaginé que je pouvais faire ça. Donc il n'y a pas eu trop de suite. Et puis c'est quelque chose qui s'est passé il y a environ 3 ans, donc je me souviens plus trop des détails. Mais ce qui reste, c'est quand même le souvenir fondamental. Juste, je me suis dit, waouh, c'est dingue. J'en ai fait un truc assez égoïste finalement. Enfin, je me suis concentrée sur mes sensations et sur l'instant. J'étais dans un instant un peu infini. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. C'était, je ne saurais même pas dire combien de temps ça a duré. Je me suis dit que c'était fou et c'était intense, merveilleux de découverte et d'exploration. Nala, donc on change de personne. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi écrit suite, mais bon. En fait, la question du genre, je me dis jamais ça, je suis une femme, je suis un homme. Par contre, j'ai des expériences très physiques d'avoir un pénis, par exemple. Ah, énorme.
D'accord, le pénis c'est énorme, l'expérience c'est énorme, ça c'est moi, je précise parce que sinon on ne comprend pas. Non, les deux. Des fois, j'ai vraiment des expériences de type extatique et très érotique dans la transe. Et donc, je peux vraiment avoir l'impression d'avoir une sorte de pénis énorme, d'avoir une sorte d'énorme érection, mais au-delà de l'érection clitoridienne, en fait, dans le sens presque comme s'il était, je sais pas, énergétique, je pourrais dire. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si c'était mon clitoris qui devient très, très grand, sous une sorte de force comme ça, et vraiment, je le sens, je sais pas comment dire, physiquement. C'est hyper top. Et des fois, il y a cette sorte d'énergie comme ça, disons, ça répond un peu à quelque chose dans l'espace, tu vois, dans l'air. Donc des fois, il y a une sorte de feedback comme ça, donc il y a un sentiment de pénétrer, d'être pénétré en même temps, et là, c'est une sorte d'extase de ouf. Donc, discursivement, une sorte de, voilà, il y a beaucoup de, c'est parlé, c'est oralisé, hein. Et là, il y a une expérience particulière, c'est de fondu, en fait, de se fondre dans l'espace. C'est top, enfin, d'être pénétré en même temps que... Alors ça, c'est top, parce que c'est une pénétration avec un organe qui pénètre, tu vois ce que je veux dire? Mon organe qui pénètre, c'est quand même incroyable, ça, c'est incroyable. Donc sûrement, il faudrait que je reprenne mes notes pour voir si je me suis dit, là, je suis un homme, mais je crois pas que ça m'est venu tant que ça. Un pénis, mais je me suis pas dit que j'étais un homme. Je sentais quand même vachement mon vagin et le côté être pénétré, en fait. Et est-ce que tu as noté des moments particuliers où ça arrive? Est-ce que ça t'est arrivé plusieurs fois? Oui, je dirais peut-être plutôt en fin de transe. Ça m'est arrivé pendant le week-end de formation, mais là, comme il y avait plein de monde, j'y allais un peu tranquille. Mais ça aurait pu pousser l'expérience. Ça aurait fait vraiment une sorte d'orgasme, mais c'est pas vraiment un orgasme, c'est une sorte d'explosion, comme ça, c'est très très fort. Donc ça, en groupe, je sais pas trop ce que ça pourrait donner. Des cris, les bruits sont très sexuels, c'est très érotique quand même. Donc tu vocalises dans ce sens-là? Oui, et là justement, tu n'as pas de représentation. C'est totalement fondu, c'est complètement... Après, moi, j'ai très peu d'images dans les trans parce qu'en fait, c'est un état que je vivais déjà dans la pratique de la méditation. Lien avec la méditation. Mais dans la pratique de la méditation, tu bouges pas. Mais c'est des trucs comme ça, de sensations hyper fortes. J'ai eu par exemple des épisodes vraiment d'extase mystique dont je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Donc à l'époque où elle faisait de la méditation, mais pas encore de transe. C'était hyper difficile à intégrer. Après, des années après, on m'a expliqué ce que c'était. Mais j'ai consulté pour en parler, c'était assez chaud. Donc ce genre de truc, j'ai déjà eu, sauf que là, je libère complètement, donc je pousse. Donc en méditation, elle n'avait pas connaissance que ça pouvait être normal, donc elle avait flippé, donc elle était allée consulter pour vérifier que voilà, ça ne dépassait pas les bornes. Depuis qu'elle fait de la transe, elle a compris que c'était elle pouvait y aller en fait, parce qu'elle maîtrise. Elle sait faire ce qu'on on a évoqué ça tout à l'heure avec quelques-uns, le on and off du switch, hein, de dire je vais en transe ou je vais pas en transe. Donc maintenant, il y a cette liberté de décider, donc de pousser l'expérience et de pousser aussi le pénis en l'occurrence. Par exemple, cette sorte de sensation que j'avais un pénis comme ça qui grandissait, je l'ai laissé grandir, grandir, grandir. Ça, je ne l'aurais jamais fait avant de connaître la transe, tu vois. J'aurais plutôt fait, putain, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu vois, c'est très libérateur. Et ce n'est jamais en interaction avec une personne, non, c'est vraiment une expérience cosmique. Cosmique, individuelle, c'est un rapport, oui, c'est un rapport à l'espace, c'est un rapport à une forme d'expansion exactement vers l'espace. Tout à fait, une sorte d'union avec l'espace. Et associé à la sensation, il peut y avoir des couleurs, par exemple, genre orangé, orange doré, des sensations comme des flocons de neige. Ça, je peux le voir. Tu vois, des sortes de flocons colorés qui viennent comme ça, et l'espace peut vraiment se colorer. Donc, tu n'as pas de représentation, mais tu as quand même des visions. Oui, c'est ça, mais je n'ai pas de paysage ou de personne, ou au sens où on décrit habituellement. Oui, voilà, c'est très lumineux, c'est des couleurs, mais sous forme de lumière, et puis c'est tactile. C'est-à-dire que je les sens, ça me touche, c'est une sorte d'énergie. Ok, donc ça, c'était Nala, expérience cosmique, avec un très 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 grand pénis à partir qui est au-delà du clitoris. Raph, on revient à Raph. Qui raconte. Et après, j'ai déjà eu aussi une transe là avec le sexe de l'homme, en plus. Bon, j'étais seule, c'était une transe plus sexuelle là. Donc il y a une distinction qui s'opère quand même chez les femmes. Le fait d'avoir un sexe d'homme suffit pas à être sexuel, d'accord? C'est deux niveaux différents. Et ça ne m'a pas du tout embêtée. Je parle assez librement de ce sujet, j'ai bien aimé même. Pour en avoir le ressenti de ce que c'est, je sais pas. Je crois que ça a harmonisé presque quelque chose en fait, ce truc-là. J'étais seule et c'est ça qui était particulier. Je n'étais pas chez moi, mais en tout cas, je dormais. C'était plus un réveil. Et puis j'ai transé ça, mais je n'étais pas dans mon rêve, c'est sûr. J'étais réveillée.
où j'étais, je n'étais même pas endormie en fait. C'est assez tard, mais je n'étais même pas endormie. Et j'étais seule. Et donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Je vous fais juste remarquer que là aussi, ça a harmonisé, comme la personne avant. C'est-à-dire, c'est encore quelque chose qui revient. Dans la transe, oui, dans la transe. C'est ça qui est fort dans la transe. J'étais les deux. Et ça, c'était génial, en fait. C'est ça. Et merci de me poser la question parce que je m'en souvenais plus. Hein, donc, c'était intégré, mais je m'en souvenais plus. Donc, voilà, ça fait partie de mon expérience acquise. Raph, c'est celle qui dit qu'elle l'a été plusieurs fois et qu'au début, ça l'a choquée. D'accord? Donc, voilà. Dans la transe, j'étais les deux et donc en fait, je pouvais ressentir, enfin, je ne sais plus comment, je ne sais pas comment t'expliquer, mais j'étais l'homme et la femme en même temps. Et c'était particulièrement surprenant d'être l'homme du coup. Je ne crois pas que je m'étais même posé cette question-là, tu vois. Et ça, vraiment, comme ça, je n'ai vécu qu'une fois. Ça m'a marqué. Je crois que j'étais quand même un peu perturbée. C'était pas désagréable, mais troublant. Dans le sens, ok, qu'est-ce que c'est que ça encore? La surprise du trouble, surprenant, quoi. Et puis avec cette particularité quand même que je n'ai pas beaucoup de gens avec qui je pourrais changer ça. Donc toujours ce côté plus humain de, ok, je fais quoi avec ça? Mais par contre, je pense que j'ai utilisé le mot, mais je pense qu'en fait, c'était une harmonisation utile. Tu vois, dans les suites, où il y a quelque chose de... Je crois que j'aime beaucoup le mot harmonie, mais plus que l'alignement, c'est une espèce de mouvement pour l'ancrage ou quelque chose comme ça qui va avec ça. Donc là, il y a une prise de conscience aussi d'une suite. En fait, le témoignage où il y a le plus de prise de conscience que ça a permis, ça a amené des conséquences directes dans sa vie de quelque chose. Voilà. Il y a une production. Donc, voilà, vous avez une représentation vous-même de ce pénis gigantesque qui surgit, et moi, ça m'a fait penser bah, au lingam. Donc, c'est le symbole de la création. Ça représente la force créatrice de l'univers profondément liée à Shiva. Et le lingam, il incarne à la fois l'énergie, le potentiel, ce qui symbolise le pouvoir de la création. Donc, c'est intéressant parce que c'est des femmes qui l'ont décrit comme ça. Donc ça, voilà, c'est les images de la bande dessinée. Donc je vous lis la bande dessinée. Euh, le pénis qu'on va sortir, les deux dieux, c'est Brahma et Vishnu, se querellaient dans la nuit infinie lorsque jaillit de l'océan un immense phallus de feu qui se mit à grandir de façon titanesque. Stupéfaits, Brahma et Vishnu le regardèrent monter comme une tour sans fin dont ils ne pouvaient estimer l'immensité. Ils se transformèrent alors en leurs avatars pour tenter d'atteindre ses extrémités et prendre la mesure de cette énormité phallique. Brahma, le jarre planant dans les airs, Vishnu, la tortue fouillant les entrailles de la mer. Donc, c'est tiré de l'incroyable histoire du sexe de Philippe Breno et Laetitia Corvin, que j'ai trouvé ça au Musée de l'Homme, dans la boutique du Musée de l'Homme. Donc, voilà, donc le mythe de l'apparition, plus que de sa naissance, illustre ça, ce surgissement, donc l'érection d'un seul coup. Ce que ça nous enseigne aussi, enfin, ce que nous enseigne aussi ce mythe, c'est que le lingam, donc ce pénis, mais qui est autre chose, qui est semblable au sexe érigé, n'est rien sans le principe féminin, le yoni, ou la yoni, et que l'accomplissement qui suit l'énergie de transformation qu'il représente ne peut s'accomplir sans une alliance avec le féminin. Et ici, c'est intéressant parce que c'est pour ça que j'ai pris cette image. On peut arguer que la notion de supérieur et d'inférieur est uniquement liée à un rapport visuel au monde, illustré donc par ce mythe de Shiva dans l'hindouisme. D'accord? Et il y a le supérieur, donc il essaye d'aller voir jusqu'où ça va, et il essaye d'aller voir jusqu'où ça va, et en fait, ça traverse et il y a pas de fin. Donc l'énergie n'a pas de fin. L'énergie créatrice, créative, productive n'a pas de fin, en fait. C'est un peu ça l'idée, ni dans un sens ni dans l'autre. Et donc, sans qu'aucun ne puisse atteindre l'extrémité du phallus géant d'où sortit Shiva, la force suprême de l'univers, Brahma et Vishnu ne purent que se prosterner pour adorer Shiva, le grand créateur. Donc, évidemment, c'est assez intéressant avec tous les récits d'avant. L'hindouisme et le tantrisme plus particulièrement enseignent qu'en exploitant leur énergie sexuelle, les individus peuvent favoriser leur développement personnel et relever les défis de vie avec résilience. C'est assez intéressant puisque aussi par rapport au récit, il y a cette idée d'harmonisation ou de quelque chose qu'on acquiert et où on se sent, enfin pour toutes ces femmes, c'est des expériences merveilleuses, extraordinaires d'avoir pu vivre ça. Donc il y a une forme d'alignement, d'harmonie, etc. Donc
L'idée des défis de vie avec la résilience, on va le retrouver juste après aussi, vous allez voir, dans un dernier récit de ce type. Je suis à combien? Question. Oh, waouh! En ce sens, donc, la sexualité agit comme une force vitale qui renforce l'énergie individuelle et pousse les individus vers leurs objectifs les plus élevés. C'est ça qui est dit. Maintenant, si on regarde cette image, le lingam, donc, sexe masculin, symbole de Shiva, est indissociable de la yoni, sexe féminin, symbole de Vishnu, avec Brahma, la stèle sur laquelle tout repose. Donc là, vous avez les trois étages, et l'ensemble constitue le Trimurti. Mais ce ne sont pas les organes génitaux qui sont vénérés, mais leurs symboles. Donc on est bien sur la symbolique. Et l'union des deux pôles opposés, la puissance masculine et la puissance féminine, libère la force divine, donc Brahma, l'âme universelle. Ce qui est intéressant, c'est que si on reprend le corps de la femme et cette érection du pénis, ça veut dire qu'on se retrouve avec ce socle. Enfin, c'est un peu, voilà, on se retrouve avec cette représentation symbolisée dans ces trans. Voilà. Et après, donc c'est ça c'est ça que j'essaye enfin, qui me semble important de retenir, c'est que l'accomplissement qui suit l'énergie de transformation qu'il représente ne peut s'accomplir sans une alliance avec le féminin. C'est-à-dire le lingam en soi, le pénis tout seul, il fonctionne dans les récits que parce qu'il est associé au féminin. Donc je vais passer plus, voilà, j'avais récupéré dans le nouveau dictionnaire de la civilisation indienne, vous avez un peu plus de détails, mais en gros, il y a deux catégories de lingas. Il y a ceux qui sont fabriqués par les êtres humains et puis ceux qui sont nés d'eux-mêmes, qui sont les éléments naturels en forme de linga. Donc, par exemple, ici, c'est ceux qui ont été, deux images qui ont été fabriquées. Et puis là, c'est des lingas naturels, donc donnés par la nature, qui sont souvent constitués d'un galet dressé plus ou moins orné et peint en rouge ou en blanc. Je reviens à un dernier récit de ce type. Ça a été progressif. Donc c'est Anna, c'est encore une autre personne. Ça a été progressif, ça a poussé, je pense. Un geste m'est venu. Donc là aussi, toujours au passif. C'est pas moi qui décide, c'est le geste qui est venu. Et a fait pousser un pénis énergétique, un peu comme si le geste mettait ce sexe, que la main créait ce sexe. C'est associé par Anna à l'idée de se masturber. C'est-à-dire un peu comme j'imagine, je me représente qu'un homme se masturbe et fait s'ériger, bander son sexe. Le vécu exprimé, du coup, renvoie à la sensation d'être mon père. C'est ce qu'a dit Anna. De réappropriation du cycle de la vie avec des dimensions rituelles, une forme de transmission symbolique filiale, un héritage, un passage comme à travers le corps, et l'apparition d'un très grand sexe semblable à une statuette de bois avec un sexe très grand, beaucoup plus grand et donc proportionnellement anormal, très droit comme un obus. Donc c'est intéressant parce que quand on vient de voir les représentations de Lingam, voilà, ça renforce cette idée. Bon, là, enfin, je vous passe toute l'histoire, parce que c'était un très long entretien, mais il y a toute une histoire de transmission après le décès du père, etc. Donc une intégration du masculin paternel, et puis après une deuxième transe qui est arrivée, un autre moment. Lors d'une seconde expérience similaire, c'était un peu différent. C'était pas la même chose, le même geste est arrivé, mais là, j'avais moins l'impression de masturber quelque chose, mais plus l'impression de quelque chose qui revenait et que je refaisais émerger. Ce qui revient dans cette pratique spécifique à aller chercher les images dont, comme j'ai évoqué tout à l'heure, qu'on a déjà eues en transe pour les réassocier de manière intentionnelle à des vécus déjà expérimentés. Et ici, donc, c'est associé à la puissance par Anna. Et cette association avec une transformation énergétique, une puissance recréative et ensuite clairement exprimée, j'ai ressenti une grosse fatigue et j'ai dormi et une renaissance après en énergie. Donc là aussi, les conséquences sont assumées. Les explications qui suivent permettent de recontextualiser l'ensemble des processus de transformation dans les deux temps à travers les deux trans. Donc elle dit la première transe n'était pas une transe de puissance, mais sur comment faire, comment sortir de tout ça. J'étais dans une situation de vie compliquée à ce moment-là. La deuxième fois, oui, le rappel du souvenir de cette transe a été convoqué sciemment avec l'intention de puissance pour retrouver la sensation vécue la première fois dans la première transe et qui l'avait amenée naturellement. Lors de la deuxième transe, le vécu était peut-être un peu différent, plus focalisé sur l'énergie provoquée, moins focalisé sur le geste. Comme si Anna devenait, et ça c'est ses mots, une petite chose par rapport à cette énorme chose. Bon, et là elle explique après qu'elle pensait à la première transe en faisant la deuxième avec une intention de se détacher de sa belle-mère qu'elle aimait. Enfin, c'était pas enfin c'était un peu psychanalytique, mais c'était dans sa vie à ce moment-là. Rien d'étonnant non plus.
L'état d'après la transe. Donc, lorsqu'elle a reconvoqué cette même image lors de la deuxième transe, Anna dit sa surprise. J'ai accueilli cette réapparition comme un don de quelque chose, mais je me suis efforcée de ne pas juger, de ne pas me sentir me juger, mais rester dans cette dimension de recherche de l'expérience sans juger. Énergétiquement, Anna dit avoir ressenti une énorme fatigue et que cette expérience m'a vraiment aidée dans les jours qui ont suivi, comme si cela me permettait de faire les choses les unes après les autres avec moins de fatigue. Je me suis sentie moins harassée, moins débordée. Elle parle de quelque chose de presque magique et peut-être un peu dangereux. Elle avoue et a dit qu'elle s'est dit de faire attention de ne pas trop le convoquer euh, parce qu'elle se sentait dans un état second et elle dit comme si j'avais pris de la drogue et je me suis dit il ne faut pas que j'en prenne trop. Donc il y a vraiment ceci là quelque chose qui se passe d'intense. Non, élément de synthèse, j'arrive, c'est bon, sur là-dessus. Donc, on voit qu'on a ce symbole qui renvoie du pénis énergétique, je ne sais pas comment l'appeler autrement, la puissance symbolique du sexe en érection, mais c'est puissance de vie, semence. Il y a tout dedans. Il y a le père, le compagnon, il y a soi-même, il y a le masculin en soi, avec cette idée d'acquisition d'une puissance de vie, d'une capacité à aller au-delà de quelque chose qui renvoie aussi à l'étymologie de érection, au-delà d'une possibilité, donc aussi d'ériger. Et ça m'a fait penser aussi par rapport à l'accouchement, dont on a parlé plusieurs fois, que bah, quand on enfante, on donne aussi la possibilité à un autre être vivant de s'ériger un jour, enfin, puis on fait sortir aussi de cette manière, enfin, de fait, il est propulsé hors du vagin. Et donc, comme on l'a vu, en tout cas, tous ces ressentis sont arrivés à différentes femmes sous diverses formes. Donc, en tout cas, voilà, c'est cette acquisition d'un attribut symbolique et dans la sexualité, comme l'a dit Antoine hier, la transe est un état non ordinaire de conscience avec cette notion de brusquerie. Voilà, j'ai retenu ça. Et on est brusqué, délogé hors d'un état connu. C'est ce que tu as dit. Et donc, c'est vraiment le cas, ce qu'on voit dans ces témoignages. Ces femmes sont brusquées, choquées, étonnées, surprises. Et après, en fait, il y a donc cette notion d'intensité émotionnelle vécue qui est appropriée et avec ces trans qui sont suffisamment fortes pour s'en souvenir, et une incorporation qui se fait naturellement. Personne ne rejette cette expérience, personne, dans les récits en tout cas qui m'ont été donnés. Et voilà, donc dans les expressions, j'ai pas tout relevé, mais bonheur, de ouf, magique, ce truc génial, tellement kiffé ce moment, c'était génial, waouh, c'est dingue, je me suis dit que c'était fou, c'était intense, merveilleux, de découverte, d'exploration, j'ai trouvé ça extraordinaire, bon bref, ça donne envie de le vivre. Et, et donc, cette idée de ressource dans la sensation, et qui est recherchée pour elle-même aussi en dehors du pragmatisme. Bon, je vais passer celle-là, c'était pas très grave. C'est quelqu'un qui dit qu'elle a vraiment intégré le féminin, elle. Bon. Et juste, je finis un peu rapidement. Sur la voix, donc des expériences de voix, d'intégration de la voix masculine. Donc, c'est autre chose parce que là, c'est par l'agir et le faire. Donc, dans la transe, qu'elle soit solitaire ou collective, il y a des vocalisations. Et dans ces vocalisations, les femmes expérimentent les graves, les aigus, comme tout le monde quand on vocalise. Mais on peut aller un peu plus loin. Donc, Nala, je dirais que c'était assez agenré. Oui, c'est assez agenré quand, par exemple, je fais des sons aigus, je fais un son aigu que j'associe à une voix féminine, on va dire. Mais c'est assez agenré. Elle se dit pas qu'elle est homme ou femme quand elle fait des vocalises. Mais je lui dis, quand tu fais des sons graves, ça t'arrive? Elle me dit oui, et là, c'est un homme. Donc, globalement, il n'y a pas d'association, mais en même temps, il y en a. Euh, Myriam dit, en termes de son, quand je suis un homme, je fais des sons dans les graves, pas du tout aigus. Plutôt, je sens comme une colonne qui résonne, une espèce de truc là, mais dans les graves, oui. Finalement, c'est vrai, je ne me pose pas de questions, ça vient. C'est drôle, ça vient, c'est comme ça pousse, c'est comme, enfin, voilà, c'est agi, je suis agi. Moi, ça m'arrive assez souvent de me retrouver en faisant un dialogue. Souvent, c'est à gauche une voix féminine très aiguë qui s'exprime et à droite une voix masculine qui va s'exprimer. Elles se répondent, se parlent, ne sont pas d'accord. C'est pas la même voix, c'est des voix différentes. Mais tu sais qu'on dit le côté gauche c'est la mère et le côté droit c'est le père, donc le féminin, le masculin, c'est logique. Autre témoignage, je crois qu'à ce jour, eh bien, je dirais plus que je dirais que j'ai plus exploré en transe finalement l'homme et que je suis en train d'aller vers les fréquences qui sont plus aiguës. Peut-être que j'ai peut-être moins exploré ça.
je vais déjà sur ma synthèse, comme ça je vais plus vite. En fait, c'est intéressant aussi de se dire que en disant ça, peut-être il y a une exploration d'abord justement des graves par les femmes dans la voix. J'ai remarqué à plusieurs reprises donc de l'inconnu, de ce qu'on ne connaît pas. Et une fois que ça s'est approprié, ben, on retourne vers le féminin et le plus aigu. Il y a deux témoignages qui vont dans ce sens-là. Et donc, ça m'a interrogée aussi, parce que c'est une prise de conscience en même temps qu'on fait les entretiens. Et ça va aussi avec le pénis énergétique, finalement. C'est un peu le même principe. Donc la voix pendant la transe devient un médium d'expérimentation premier, voire d'appropriation. Déjà d'une certaine partie du principe masculin, d'une certaine façon, la voix comme organe est extrêmement plastique. On peut vraiment, il y a un grand tampon. Et donc voilà, c'est comme si un besoin, une tension s'exprimait par l'expérience de transe, ça allait vers l'inconnu, vers ce qui n'est pas connu d'abord, pour pouvoir ensuite revenir explorer le connu, mais plus profondément. Alors, quand je vocalise, je ne sais pas ce que ça donne au final, mais ce que je sais, c'est que je m'autorise la plus large amplitude. En tout cas, je le vis comme ça. C'est vraiment une question d'ouverture de la gorge qui est une clé importante. C'est vrai que je vocalise beaucoup lors de certaines transes, c'est la dernière, par période. Et ça m'est arrivé très souvent, en fait, de me retrouver à faire des sons très, très graves, voire des voix très, très, très graves, au point que lors de transes collectives, j'ai des personnes qui sont venues me voir après en me disant, mais c'était toi qui faisais cette voix d'homme si grave à côté de moi? Parce que j'ai pas vu d'homme autour de moi, donc ça m'interpellait. Je me demandais qui pouvait faire ces sons si graves. Ok, et voilà, ça c'est la synthèse globale, mais j'ai déjà à peu près tout dit. Euh, donc on a ces trois représentations euh, d'expérience, d'appropriation répétée ou récursive, si on veut, d'un terme de voix, la d'identification imagée, qui est vraiment récurrente et classique en trance, on retrouve chez tout le monde. Ça peut être, des fois, c'est des hommes, mais ça peut être aussi d'autres animaux ou objets même, hein. Voilà, il y a toutes sortes d'animaux. Et donc, le masculin, j'ai envie de dire, les images du masculin qui sont aussi stéréotypées, ça, enfin, ça va avec, c'est peut-être un préexistant. Et ce qui est important, c'est qu'il y a cette expérience marquante en transe par rapport à l'idée, à ce pénis énergétique, qui est le moment vécu pour lui-même, toujours avec son interprétation, plus que son interprétation. C'est-à-dire que le processus, l'intégration, il existe, mais c'est pas toujours avec un ressenti de nécessité d'interpréter. Et ça, quand je fais les entretiens, je m'en aperçois. C'est-à-dire que c'est vraiment ce souvenir qui ressurgit mais qui n'a pas forcément été interprété. Et des fois, après, je discute avec les gens, je dis, mais là, tu me racontes, enfin, la personne qui m'a parlé de son père, de sa belle-mère, tout ça, j'ai fini par échanger vraiment et suggérer des liens, en fait. Et bon, voilà, c'était assez intéressant. Donc, ce passage du choc à l'harmonie qu'on voit. Et une dernière chose, c'est le rôle de la main qui vient témoigner le ressenti dans la création du pénis aussi, ou le toucher des testicules, et le confirmer en fait. C'est le geste d'une certaine manière qui fait le pénis, et ça m'a fait penser à le roi Gourand. Ça peut paraître bizarre, ça lui paraît très bizarre, mais dans l'idée de la main outil créatrice et qui est un prolongement en fait, voilà, qui est de notre humanité aussi, mais qui est un prolongement de la création, enfin, qui nous permet de faire, de fabriquer. Je vais terminer là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Il y a pas l'heure sur le... Dans tout ça, tu es l'heure. Merci. Richesse vraiment de ce propos. Et certaines choses peut-être d'abord si vous avez des questions. Oui, je vais revenir sur la mise en transe. Parce qu'il me semble qu'au début, vous disiez transe spontanée. Mais on est quand même dans des expériences de CAI, donc avec une induction qui est volontaire, codifiée. Oui, j'ai dit Donc on spontané, n'est pas pardon. dans une transe Non, non, spontanée. non, c'était une erreur de ma part. D'accord. Oui, non, c'est dans le sens, je veux spontanément l'induire, c'est-à-dire, Non, mais il n'y a pas de voilà, je décide, mais c'est spontané dans le sens, il n'y a pas d'éléments extérieurs dans ce sens-là. Enfin, il n'y a pas de musique, il n'y a pas D'accord, il y a quand même une pratique, Oui, il y a une pratique, ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui, oui. complètement. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui, il y a une volonté. Non, mais c'est ça qui m'avait. Il y a une intention de rentrer en transe. Oui. Voilà, il y a une Non, c'était juste par rapport au tambour, au truc. Enfin, je voulais juste dire qu'il n'y avait pas de ritualisation nécessairement autour, à part
Oui, Le fait de... donc tous les cas présentés sont Ouais. des TCI. Oui, 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 oui. Voilà, donc Oui, ça, oui, c'est tout à bien de le fait. préciser aussi, parce que c'est C'est ce pas que j'ai dit au la France début. en Non, non, général. je l'ai dit au début. Et oui, oui, par rapport aux voix, c'est vrai que je me suis fait cette réflexion, au-delà du genre, bon, voilà, masculin, féminin, c'est vrai qu'il y a cette vibration. Donc souvent on voit ça en trance, hein, les gens qui vocalisent ou qui font des sons, Mhm. et avec une certaine harmonisation du coup. Et, et qu'au-delà de dire, bon, c'était une voix masculine ou une voix féminine, ils vont plutôt parler en termes de vibration et de fréquence. Et du coup, de dire, voilà, c'était oui, quand j'ai fait des sons graves, bah, ça m'a harmonisé parce que j'avais besoin d'être dans les graves. Et puis après, c'est monté plus dans les aigus. Voilà, donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ça, voilà, sans genrer finalement cette vibration de voix, mais plutôt en gardant, voilà, en termes de fréquence et de vibration. Alors, dans les témoignages, c'est pas, enfin, la question était pas posée comme ça. Enfin, en fait, j'ai abordé les gens en disant juste en termes de genre, est-ce que vous avez eu des manifestations euh, trans, enfin, voilà, de passage de frontières, et que ce soit sur la voie, sur, enfin, tout, quoi, voilà. Et donc, vraiment, je me suis référée enfin, en faisant cette expérience, je me suis référée à la thèse de Aaron Arnold. Dans son jury de thèse, c'est une thèse qu'il a faite avec Lucas Greco et il continue à publier là-dessus, vraiment sur la perception euh, de la voix comme étant féminine ou masculine, à partir de certaines fréquences. Et donc, le ressenti, la perception de sa propre, y compris de sa propre voix, ou bien par les autres, et donc ce que ça peut renvoyer en termes de représentation. Je travaille vraiment sur les représentations euh, là, du masculin et du féminin, y compris à travers les voix, en fait. C'est Là, pas... c'était perçu par la voisine qui a Oui, dit qui a fait cette voix ouais, d'homme. ouais. Mais est-ce que ça vient vraiment de la personne elle-même qui dit, oh, j'ai fait une voix d'homme? C'est ça que je voulais dire. Ah, ben, après, les personnes qui sont en transe, des fois se rendent compte de la... Comme la personne qui dit, je fais deux voix, il y a une voix très aiguë, c'est la voix de la femme, et une voix très, très grave, et elles discutent. Et donc, un passage dans une même transe de deux voix qui se répondent, en fait. Donc, il y a une conscience associée à des personnages qui discutent et qui sont féminins, masculins, qui incarnent des... Alors, je suis pas dans leur transe, mais qui incarnent des représentations, des figures. Et il y a des personnes, ça va être un samouraï. Enfin, il y a beaucoup de guerriers qui se baladent ou d'archétypes un petit peu, ou voilà, du masculin, en l'occurrence. Euh, mais de même qu'il y a des animaux qui reviennent plus souvent que d'autres. Oui, Si on était ailleurs dans le monde, ce serait probablement d'autres animaux. une forme de diphonie. Une forme de diphonie. Il y a beaucoup de choses que je trouvais vraiment très, très intéressantes, notamment ce dialogue entre la question de la liberté et de la contrainte. La façon dont la liberté aussi que se donne était souvent référée au fait qu'elle pouvait le partager ou pas, le cadre qui était présent. Et je trouvais que cette façon de s'approprier la transe comme étant un espace de liberté, mais pas sauvage finalement, quand on les écoute, je vois vraiment que c'était une jolie appropriation de cette pratique-là. Et puis je retrouvais aussi un peu la notion qu'avait amené Joël de secret hier. C'est-à-dire aussi ce qui peut être secret, pas secret, ce qui a été transmis, pas transmis, et notamment la personne qui avait connu la méditation avant, mais où finalement les pratiques, parce qu'elles existent aussi en méditation, à un niveau assez élevé, mais ça lui a pas été transmis, donc il y a une notion de secret, et comment finalement elle a trouvé un autre espace pour pouvoir l'exprimer. Je trouvais que cette notion de secret aussi était présente, la dimension archétypale que tu relèves. Effectivement, on attend la personne qui va voyager parmi les gratte-ciel et du bitume, mais il y a effectivement souvent des archétypes qui sont en lien, bien sûr, avec la pratique qui était intéressant, et puis finalement, la façon dont il y a cette exploration fascinante mais souvent dans un territoire connu et inconnu, c'est-à-dire inconnu pour les personnes, aller découvrir le genre qui n'est pas le sien, l'explorer. Il y a à la fois quelque chose de l'ordre du connu et parfois de la connivence, et en même temps, c'est un territoire qui n'est pas tout à fait connu. Et je trouvais qu'il y avait aussi une sorte de partage autour de l'ambiguïté
qui était tout à fait intéressant dans cette définition de la liberté. Peut-être une question, je pense qu'on est plusieurs psychologues qui s'est posé cette question-là, évidemment, Pénis, par rapport à ce que la personne te disait. Pourquoi ne pas aller jusqu'au phallus? Parce qu'on est, en fait, la question, il y a deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, en tout cas, dans un langage. Parce que c'est marqué. Oui, oui, parce que ça a été relevé, et donc j'ai bien repris que c'était par rapport à ça. Mais on retrouve en fait beaucoup d'attributions symboliques dans cette notion-là. Et puis du point de vue aussi, je veux dire, du clin d'œil, en fait, la notion de phallus a été forgée à partir des fascinums dans l'Antiquité, qui étaient ces petits pendentifs en forme de verge, et parfois c'était aussi des lampes à huile. Mais quand les verges étaient portées autour du cou, c'était pour préserver du mauvais œil celui qui avait la verge. Et donc, effectivement, ce fascinum pouvait exercer un pouvoir sur l'autre, d'où le terme de fascination, fascination hypnotique, etc. Et puis également, ça permettait de se préserver du mauvais œil. Je trouvais que peut-être la notion de phallus en termes de trans, d'origine, etc., pouvait être une piste particulière. Je reviendrai vers toi pour avoir des références, creuser le truc. Ouais, ouais, Et volontiers. puis, sur des images, Ouais, ouais, je vais chez Google, fascinum, il y a ouais, plein ouais. d'images sur les. Enfin, Mais sur le secret, en effet, enfin, c'est Raph qui dit justement, je fais quoi de ça? Avec qui je peux partager ça? Elle est seule et enfin, c'est quelqu'un qui est marié, qui a un compagnon. Enfin, il y a pas de, j'ai pas parlé de la sexualité. J'ai pas des indices sur la sexualité de toutes les personnes, mais il y en a quelques-unes. Je sais qu'elles sont hétérosexuelles ou homosexuelles, mais globalement, c'est plutôt hétérosexuel. D'après tous les récits que j'ai eus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, d'approfondissement? Merci, c'est passionnant. Juste un prolongement aussi par rapport à ce que disait Laetitia Merli. Bon, si j'ai bien compris, dans ce jeu de représentation et d'expression, il n'y a pas d'autres paramètres d'identification de la voix comme masculine ou féminine que le grave et l'aigu. Pour l'instant, non. Enfin, j'ai pas, moi, je n'ai pas travaillé là-dessus. C'est pas, enfin, je fais pas ça. Je fais pas de sociophonétique, moi, mais il y a des gens qui en font. J'essaie. Enfin, voilà. Après, si, va dans les témoignages, non, non, non. Mais sinon, en association avec les personnages incarnés, l'Indien ou, enfin, voilà. Là, oui. Enfin, c'est au début. Après, il y a l'incorporation, bien sûr. Non, après, voilà, ça peut être aussi juste par rapport à la vibration. Oui. La vibration, la façon dont la voix est posée, enfin, l'impostation, la Ça, c'est manière dont elle beaucoup est de posée. thérapie aussi, et bon, les gens vocalisent, les gens chantent tout le temps. Mhm. Mais c'est jamais analysé en termes de féminin masculin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Par contre, quand il y a incorporation d'identité masculine, là, bien sûr, la voix va changer parce qu'il y a incorporation. Sinon, la plupart du temps, c'est parce que voilà, ça, c'est en termes de vibration et de fréquence. Alors oui, certainement. Enfin, je veux dire, oui, sur le fondement, mais il y a cette association du grave au masculin et cette association de l'aigu au féminin qui vient s'inviter dans certains témoignages. Enfin, de fait. Donc, voilà, j'ai pas travaillé sur la notion, moi, je travaille sur le genre, donc je rends compte de ça, mais évidemment que c'est des vibrations qui harmonisent et qui font du bien et dont on a besoin à ce moment-là, qui sont convoquées. Donc après, les explications par rapport à ça, justement, est-ce que c'est aussi parce que ça permet de rééquilibrer une part du masculin enfin, comme le pénis. En fait, est-ce qu'on peut mettre ça sur le même plan? Est-ce que quand quelqu'un vocalise grave, c'est un peu comme essayer de récupérer une des parts masculines de soi pour réharmoniser les deux, enfin voilà, pour réunifier, je sais pas. Merci en tout cas pour la richesse de cette étude. Donc, Et, je vous propose de faire un quart d'heure de pause pour l'énergie suffisante pour les deux dernières présentations qui vont être passionnantes aussi et qui vont nous faire partir à la fois en Inde puis au Brésil.